Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonsoir et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir à Hafsa Kala Mustafa. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Alors, journée assez spéciale, on va traiter d'une question assez importante, une question qui est d'ordre identitaire pour l'ensemble du Maghreb, mais en particulier aussi le peuple algérien. Et vous avez écrit un livre récemment, je crois depuis un an, si je ne me trompe pas, Un peu moins d'un an, un oui. peu moins d'un an, voilà. Donc, ce livre, c'est Berbère de Sion, que je projette à l'écran. Livre très, très, très intéressant, car vous allez ici aborder justement la question d'une idéologie qui tend à se faire de plus en plus connaître au grand public, qui a un impact assez conséquent dans les réseaux sociaux, de plus en plus dans les cercles de pouvoir. Et donc, vous avez voulu justement traiter de cette idéologie d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique, en interrogeant, en questionnant ce qui parfois relève chez certains de la certitude. Et dans cet ouvrage, vous commencez par une citation qui me semble très intéressante. C'est la citation suivante, c'est « Lorsque l'on répète un mensonge suffisamment de fois, il devient vérité ». Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez au moins en avant-propos vous présenter et nous dire qui vous êtes et surtout pourquoi vous avez voulu écrire ce livre et dans quel but aussi? Eh bien, voilà, je suis Hafsa Kala Mustafa, je suis journaliste algérienne, je travaille essentiellement à Londres, mais je vivais entre Alger et Londres depuis la pandémie. J'ai passé la quasi-totalité de la pandémie en Algérie, et puis avec la fermeture des frontières, je suis un peu retournée en Angleterre pour des raisons professionnelles. J'ai décidé d'écrire ce livre. D'abord, en plus d'être journaliste, je suis aussi analyste politique. Donc, j'ai fait de nombreuses interventions pour parler de la situation politique à travers le monde arabe, aussi en Afrique également. Et j'observe depuis plusieurs années déjà l'évolution de l'idéologie berbériste, mais aussi comment le berbérisme, dans son sens général, a pris d'assaut les médias algériens, a phagocyté un peu toute la pensée et tout le débat algérien au profit de quelque chose de très orienté. Et puis aussi, j'ai vu comment on cherche peu à peu à effacer la composante arabe de l'identité algérienne, ce qui me dérange terriblement, ce qui dérange d'ailleurs beaucoup d'Algériens, mais qui n'ont pas trouvé véritablement de plateforme où s'exprimer, précisément parce que les plateformes qui défendent les thèses berbéristes sont prises d'assaut par ces gens-là, par les berbéristes. Et donc, je me suis dit, on n'est bien servi que par soi-même. Donc, ça a commencé d'abord par des interrogations personnelles. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, les compilations et ce que j'ai découvert s'accumulaient. Et ça formait un peu le corpus de ce qui allait être le livre Berbère de Sion. Donc, voilà un peu la genèse du livre. Voilà aussi les raisons qui m'ont motivée. Très bien. Alors, si je comprends bien, pour bien expliciter ça à ceux qui nous écoutent, l'idéologie berbériste, ça consiste à produire une sorte d'effacement de l'identité arabe qui existe sur le territoire à la fois national, mais aussi de toute l'Afrique du Nord depuis à peu près plus de 1000 ans, pour essayer de sous-entendre que voilà, l'arabité serait étrangère à notre pays, à notre continent, et qu'il faudrait revenir vers quelque chose de plus pur, de plus essentiel, à savoir la berbérité. C'est bien cela. En quelque sorte, en fait, à l'origine, les motivations des berbéristes n'ont pas été de dire carrément et ouvertement on veut effacer l'arabité. Je pense que si ça avait été fait de cette manière dès le début, ça aurait été peut-être bien moins accepté. Donc, l'idée était plus ou moins de présenter un débat identitaire en disant que finalement, la composante berbère a été un peu occultée et qu'au moment où l'Algérie prenait son indépendance, le berbérisme a commencé bien avant, puisque je l'explique dans le livre, c'est une idéologie qui a été façonnée pour pratiquer la politique du diviser pour mieux régner, qui est centrale à toutes les entreprises coloniales, que ce soit britanniques, que ce soit françaises, etc. Donc, c'est une entreprise qui a commencé il y a bien longtemps, mais post-indépendance, ça a débuté vers un discours qui était vers la revendication identitaire berbère,
ce qui était a priori légitime, bien sûr, mais qui très rapidement a pris une tournure autre, à savoir exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire essayer peu à peu d'effacer la composante arabe et de revenir supposément vers une espèce de théorie de race pure, avec des méthodes d'ailleurs qui ressemble aussi aux méthodes fascisantes, avec cette idée qu'il y aurait, comme les nazis qui prônaient l'idée de la race aryenne, on est aujourd'hui à défendre des discours en disant que seuls les Amazirs sont les véritables habitants et les seuls habitants légitimes de l'Afrique du Nord. Donc on revient encore vers ces thèses tout à fait fascisantes, précisément parce qu'on voudrait promouvoir cette idée de race pure au détriment des autres composantes algériennes, notamment l'arabe. Très bien, je comprends tout à fait les gens. Donc là, on est vraiment sur des questions très importantes, des questions d'ordre civilisationnel. On vit des temps où l'État algérien aujourd'hui est très jeune et la question de l'identité n'est pas encore bien formalisée. Aujourd'hui, on voit des doutes, on voit des crispations. Et justement, cet ouvrage, ce qui est très, très intéressant, c'est que vous permettez d'ouvrir le débat, vous permettez juste là où il n'a pas existé au final, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été produites ces dernières années de force, j'ai envie de dire, et sans la concertation du peuple. Et voilà, vous ouvrez des brèches et vous tendez à nous faire questionner. Et est-ce qu'au final, aujourd'hui, le mouvement berbériste, selon vous, est-ce qu'il a pris, enfin, est-ce que vous sentez qu'en Algérie, par exemple, il est puissant, il tend justement à grandir, ou on est vraiment dans un état assez fécond à l'heure actuelle? Alors déjà, je vais un peu vous reprendre parce que je ne pense pas que la question de l'identité algérienne se pose en fait. Dès l'indépendance et bien avant, c'est toujours défini comme étant un pays arabe essentiellement. Et l'arabité dans l'expression populaire n'est pas une appellation ethnique. Ce n'est pas une théorie de race pure, d'abord parce que cette idée n'existe pas, même pas dans la langue arabe, évidemment, et que la composante arabe, faire partie de cet espace civilisationnel, n'implique pas être arabe au sens pur. D'abord, comme je l'ai dit, il n'y a pas de race pure. Les gens qui vous disent retourner au Yémen, même en Arabie, dans la péninsule arabique, ça fait des milliers d'années qu'ils commercent avec la Corne de l'Afrique, avec la Perse, avec l'Inde. Ils se sont mélangés, ils se sont mariés. Donc les Arabes de la péninsule arabe ne sont pas de purs Arabes. Il n'existe ni de purs Arabes, ni de purs Amazirs, ni de purs Turcs. Personne n'est pur. C'est une théorie foncièrement fausse, mais on appartient à cet espace civilisationnel où nous avons une langue commune, nous avons des coutumes communes, etc. Donc, être arabe, d'ailleurs, l'ancienne génération, vous pouviez partir au fin fond de la Kabylie, puisque le berbérisme est une idéologie kabylocentriste, et vous aviez des gens qui vous auraient dit, en disant kabyle, nous les Arabes. Ça n'était pas nécessairement pour dire qu'ils sont arabes ou qu'ils ne le sont pas. C'est juste une appellation qui englobe tout cet espace civilisationnel. Et à l'indépendance, on s'est un peu réconcilié avec, en fait, même pas, parce que ça a toujours été notre appellation, puisque dans les textes fondateurs de la nation algérienne, au moment de la guerre d'Algérie, l'arabité était une composante importante. Donc, à l'indépendance, cette appartenance identitaire et cette orientation vers tout ce qui était arabe s'est fait de manière tout à fait naturelle. C'est avec l'émergence des mouvements berbéristes et donc la création de l'Académie berbère en 1966 que ces crispations ont commencé, où on a commencé à trouver des fissures et exploiter des brèches là où à l'origine il n'y en avait pas. Tout à fait. Alors Vous m'avez là, posé une question, je suis désolée, je me suis un peu emportée dans mon explication première. C'était pour me dire, est-ce que je pense que le mouvement berbériste est important c'est et pris de ça. l'ampleur? Oui, je pense que maintenant il l'est. D'ailleurs, d'où le besoin, en ce qui me concerne, d'avoir écrit ce livre et de continuer à m'exprimer sur le sujet, parce que comme je le dis, quand un espace culturel ou médiatique est entièrement dominé par une seule pensée, en l'occurrence c'est désormais maintenant la pensée unique, elle est dominée par les théories berbéristes. Alors oui, il y a un danger parce que nous voyons toute une nouvelle génération d'Algériens qui est précisément perdue dans cette espèce d'espace identitaire qui ne veut plus rien dire. Ils ont entendu leurs parents dire qu'ils étaient arabes. Désormais, on leur dit ils ont été ensuite berbères. Désormais, depuis 10-15 ans, on a adopté le mot amazir, qui est un mot très récent. Il n'existait pas. Il n'existe aucune personne de plus de 50 ans qui a entendu, qui a grandi avec ce mot.
Désormais, on se met à chercher, à fouiner dans l'histoire égyptienne pour se trouver des pharaons. On va ensuite chercher des fêtes païennes et on considère qu'elles sont millénaires alors qu'il n'y a aucune trace. Le Maroc a une forte communauté berbère, ne connaissait pas Nayel avant 2014. La Tunisie également a une communauté berbère, ne le connaissait pas. La Libye, elle l'a précisément, alors je l'explique un peu dans le livre parce que Nayel à l'origine est une fête qui a été apportée par les soldats turcs. Et en fait, c'est inspiré du Nowruz persan que les Kurdes pratiquent. Donc, les soldats de l'armée ottomane pratiquaient cette célébration et elle s'est un peu répandue dans certaines régions à forte communauté turque, notamment en Oranie. Et c'est pour ça que cette fête s'est répandue, mais qui n'a absolument rien à voir avec la mazirité et ce serait faux. Et il n'existe aucune trace. Voyez-vous, on peut retrouver les traces de comment nous avons célébré l'Eid, l'Etzré, le Mouloud de la même manière d'ailleurs, un peu partout au Maghreb, mais vous ne trouvez pas cette histoire d'une fête célébrée de manière égale, commune à toutes les communautés, précisément parce que c'est quelque chose qui s'est imposé depuis, allez, je vais dire, depuis 2015. Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est très clair. Et donc, le besoin de répondre à cela est donc urgent. Donc, aujourd'hui, nous vivons justement des temps où cette idéologie se précipite de manière assez conséquente. Et vous avez dit une chose très intéressante. Vous avez dit que notre identité était bien formalisée avant la colonisation. Et donc, et que l'arabité, au final, s'est posée de manière tout à fait naturelle lors de l'indépendance en Algérie. Et que par conséquent, c'est bien après que le berbérisme va commencer à trouver des failles, pour reprendre vos mots, pour enclencher toute cette révision de l'histoire qui commence jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, vous me confirmerez si c'est vrai ou pas, mais quand on regarde les manifestations qu'il y a eu à Alger ou autres durant la colonisation française, les bandeaux, les textes, ils étaient écrits en langue arabe, ils étaient ou bien en français. C'était les deux langues qui étaient employées, mais à aucun moment on utilisait des termes en berbère ou autre dans le langage coutumier. Et donc, l'arabité ne se pose pas sur le même plan au final, car souvent, l'argument qui est donné par les berbéris, c'est de dire, bah, on n'a pas à se justifier d'instaurer la langue tamazir sur le plan national, car on ne nous a pas donné notre avis lors de l'indépendance de l'Algérie sur la question de la langue arabe. Donc, vous, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas sur un même pied d'égalité au final d'un point de vue historique et d'un point de vue culturel, sur le plan de la nation. Vous savez, en 1962, on reproche au premier dirigeant, Ben Bella, puis par la suite Boumedienne, d'avoir imposé en quelque sorte la langue arabe. Or, quel était le choix? Je me suis déjà prononcée sur cette question, mais c'est important de revenir là-dessus. C'est que le choix se situait entre maintenir le français, ce qui était très pénible. On sortait d'une guerre sanglante et on voulait évidemment se débarrasser de tout ce poids, non seulement culturel, mais culturel essentiellement, bien sûr, mais la totalité, c'est-à-dire effacer un peu ce mauvais souvenir de notre inconscient. Et il n'y avait pas l'option d'apprendre le berbère, étant donné qu'il n'y a pas un berbère commun à tous les Algériens. Déjà, tous les Algériens ne sont pas berbérophones, là, ça c'est clair, mais même entre communautés, un Chaoui ne comprend pas le Kabyle et le Kabyle ne comprend pas le Chaoui. Et là, je parle déjà des deux groupes dominants, encore moins les Mozabites, sans oublier maintenant les petites poches de communautés berbères qu'on trouve un peu partout dans l'ouest du pays, dans le sud, etc. Donc, cette idée d'enseigner et de mettre le berbère au même point d'égalité, d'un point de vue pragmatique, est impossible. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un parler berbère commun. Et bien évidemment, l'arabe était notre langue. Donc, en fait, en 62, quand on est revenu vers l'arabe, on a repris, si vous voulez, l'histoire avant cette interruption qui s'est faite entre 1830 et 1962. On a tout simplement repris là, au moment même où on a été colonisé, on a fermé, si vous voulez, ce chapitre sinistre et on est revenu à notre histoire originale. Donc, c'était ça, c'était la seule solution et il n'y avait pas d'autre moyen, quand bien même on aurait voulu accorder peut-être une place plus importante parce que le débat mérite d'être ouvert sur la question. Y a-t-il eu des lacunes, y a-t-il eu des erreurs qui ont pu être commises où on aurait pu peut-être accorder plus de place à la berbérité? Ça, c'est une conversation qu'on peut avoir, mais la réalité, c'est qu'en termes de pragmatique, ça n'aurait pas été possible de toute façon. Plus qu'en 2022, on est encore en train de codifier le tamazigh. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas une langue commune. Et donc, on a voulu créer un problème qui, au final, n'avait jamais lieu d'être. La berbérité
a toujours fait partie, a été une composante de l'Algérie, ça a toujours été reconnu, ça n'a jamais été nié. Les Berbères, les différentes communautés berbères se sont toujours réclamées de la berbérité, personne ne leur a empêché de le faire. Donc on a créé, comme je l'ai dit, un problème là où il n'y en avait pas. Alors, merci pour ces éclaircissements, c'est très clair. Est-ce que maintenant, vous pourrez aussi nous indiquer à quoi ça correspond précisément le terme berbère? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Parce que lorsque j'ai voulu préciser à ceux qui nous écoutent que j'allais vous recevoir, ça va peut-être vous étonner, mais il y a des Algériens qui ne savent pas du tout qu'est-ce que berbère veut dire. Est-ce que vous pourrez déjà un peu nous indiquer ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs théories là-dessus, mais en tout cas, on sait que les Romains parlaient de barbarus. Alors, pour certains, ça signifie étranger, mais je pense que cette théorie ne tient pas tellement la route, essentiellement parce que sinon, ils auraient appelé aussi les Égyptiens, les Persans, etc. Berbères. Or, ça n'est pas le cas. Ils ont choisi cette appellation pour l'Afrique du Nord. Et elle s'est répandue ensuite avec la présence arabe, puisque les Arabes ont repris les textes des Romains et des Grecs, et on parlait de Belad al-Barbar. Et donc, ça a commencé à être utilisé pour faire, si vous voulez, la distinction entre ceux qui étaient déjà présents en Afrique du Nord et les nouveaux arrivants, ceux qui sont arrivés avec le message de l'islam, qui étaient les Arabes. Très bien. Donc, il y a aussi la théorie de Ibn Khaldoun dans son livre sur l'histoire des Berbères et des Arabes, où il évoquerait l'idée d'une langue qui serait difficilement compréhensible. Vous pensez aussi que c'est une théorie, voilà, c'est une tentative de compréhension? Il y a beaucoup de théories, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, c'est comment on peut revenir sur tous les peuples. En fait, c'est intéressant que vous me posiez cette question, parce que bon, je vous ai donné plus ou moins l'idée, grosso modo, de ce que c'est, mais mais vous revenez en fait sur un point fondamental, sur le problème qu'est le berbérisme, c'est-à-dire qu'avec les berbéristes, on est constamment tiré vers l'Antiquité, on est constamment tiré vers le passé pour toujours commencer à débattre d'idées qui ne mènent nulle part, où on est l'Antiquité, les Massinissa, les machins. On n'est jamais dans le progrès et en se projetant dans l'avenir, on est toujours à essayer de revenir sur 30 000 théories. Alors, par exemple, comme le mot amazir. On sait que le mot amazir a été évoqué par Ibn Khaldoun. On parle aussi d'une tribu du Maroc. On parle aussi même d'une tribu qui viendrait d'Éthiopie. On parle d'un peuple qui serait venu... Peu importe, aujourd'hui, on sait que essentiellement, à partir au lendemain, plutôt à l'arrivée des Arabes et de l'islam, ce qui a été un changement radical pour l'histoire du Maghreb, il y a eu un peuple qu'on a appelé les Berbères, peu importe leurs origines, parce qu'on théorise qu'ils sont de la même origine que les Arabes, n'est-ce pas? Alors les berbéristes rejettent fondamentalement cette théorie, ce qui situe un peu le racisme sous-jacent de l'idée berbériste, parce que où serait le problème d'avoir une origine commune avec les Arabes, à moins d'être foncièrement raciste. Et donc, on est constamment tiraillé vers ce genre de théorie. Ce qu'on sait, c'est qu'au moment où on a commencé à raconter l'histoire du Maghreb, déjà les textes romains parlaient de berbères, par la suite, ce sont les historiens essentiellement arabes qui ont d'ailleurs raconté avec plus de détails. Vous savez que ce que beaucoup de berbéristes ignorent, c'est que sans les textes des historiens médiévaux arabes, on n'aurait jamais entendu parler de la Kalina, on n'aurait jamais entendu parler de Kosaïla, etc. Donc, toutes ces appellations nous viennent essentiellement d'historiens, soit romains, soit arabes, et chacun y va de sa théorie pour dire, c'est comme un peu revenir sur d'où vient le mot arabe. Alors, ça viendrait de Arabo, des Assyriens qui voulaient voir à partir des gens de l'Ouest, de l'Occident. Il y a beaucoup de théories. Tout ce qu'on sait, c'est qu'essentiellement, aujourd'hui, il y a un peuple arabe phénicien. C'est parce qu'ils utilisaient le pourpre pour colorer leur tenue, etc. Bon, il y a des peuples comme ça. Il y a les Romains, les Arabes, les Berbères, et puis c'est tout. Donc voilà, il y a plusieurs théories, voilà, pour revenir, il y a plusieurs théories, mais en essence, à partir du moment où on a commencé à raconter l'histoire du Maghreb, le mot berbère était déjà en usage et était plus ou moins accepté de tous. Très bien. D'ailleurs, ce qu'on remarque parce que souvent les berbéristes aiment revenir et citer Ibn Khaldoun, aiment également se baser sur certaines sources, mais lorsqu'on creuse, lorsqu'on voit aussi un peu le fond de ce qui est écrit, parce que pour vous donner rien qu'un exemple, je me suis commandé à titre personnel la version Pléiade de l'ensemble de l'œuvre d'Ibn Khaldoun.
que ce soit sa Muqaddima, mais aussi son histoire des Arabes et des Berbères, parce qu'il y a beaucoup de citations sur Internet qui traînent en disant Ibn Khaldoun a dit ceci ou Ibn Khaldoun a dit cela, sauf que souvent, ce sont des petits courts passages qui sont retirés de leur contexte et qui, si on prend la globalité, ça ne correspond pas du tout à leur vision des choses, car comme vous l'avez dit, Ibn Khaldoun, par exemple, va essayer de donner une origine aux Berbères, en les situant principalement en Orient, les fils de Qais. On a également, il cite le fait que la plupart des Berbères se revendiquent eux-mêmes et tentent de se revendiquer eux-mêmes venant d'Orient, donc sans même qu'on leur demande, il n'y a pas une idée de les forcer à quoi que ce soit, c'est eux par eux-mêmes qui tirent leurs origines d'Orient. On le retrouve également chez les Romains, qui vont les percevoir aussi comme des peuples venant de Canaan, donc de la Palestine actuelle. Même, c'est beaucoup plus large, ça va jusqu'à la Jordanie et la Syrie. Donc effectivement, quand on prend les sources, parce qu'ils aiment bien parler de sources historiques, et ben, quand on creuse, et ben, à chaque fois, il y a une sorte de retour à l'Orient. Et à chaque fois, du coup, comme ça leur va pas, il faut remonter encore un peu plus loin. Et on arrive à Massinissa, et pareillement, ça ne leur va pas, car ils défendaient une culture punique, une culture qui est au final orientale, avec la culture phénicienne. Et donc là aussi, ça ne va pas. Donc il faut remonter encore un peu plus loin. Sauf qu'un peu plus loin, on n'a plus grand-chose. On a simplement des petites inscriptions dans la roche. Et là, c'est la porte ouverte aux spéculations. Exactement. D'où mon problème d'être constamment tiraillé vers l'Antiquité, parce que là, on reste à patauger dans une période où l'information est très floue, elle n'est pas assez importante pour pouvoir se situer avec précision, et de toute façon, ça ne change rien au final. C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, on est simplement en train de faire des recherches. Vous savez, c'est pas une question de faire des recherches et ensuite les débattre, c'est essayer d'orienter ces recherches pour qu'elles confirment les théories actuelles. C'est ça le problème. Et donc, on rentre un peu dans un jeu malsain. Donc, toutes ces théories sur l'origine des Berbères, etc., elles nous ramènent, la majorité des historiens sont unanimes à dire que c'est une origine commune avec les Arabes. Je ne sais pas pourquoi, plutôt je le sais pourquoi les berbéristes la rejettent. Comme je l'ai dit, c'est parce que le racisme anti-arabe constitue le socle même de cette idéologie désormais. Mais en même temps, je pense aussi que c'est secondaire aujourd'hui, parce que la réalité, et ça on ne peut pas le nier, c'est qu'aujourd'hui, il y a des communautés qui se sentent arabes et des communautés qui se sentent berbères. Alors, il faut composer aussi avec cette réalité. Parce que pour ceux qui se sentent désormais berbères, je trouve injuste de vouloir leur imposer cette identité arabe si ils ne se sentent pas à l'aise dedans. Et inversement, moi aussi, je n'ai pas envie, par exemple, moi, je rejette catégoriquement quand on dit vous êtes tous amazirs. Moi, je n'appartiens pas, je ne suis pas une amazir. Je ne rejette pas la composante berbère de l'Algérie, absolument pas, mais je n'ai pas envie qu'on m'impose cette idée-là. Alors, je reconnais que l'Algérie fait partie de l'espace civilisationnel arabe, pour tout le monde, berbère inclus. Mais ceux qui ne se sentent pas appartenir à ce label-là, c'est aussi leur droit. Je ne pense pas qu'on pourrait leur imposer cela. Et de toute façon, pour pouvoir revenir, pour pouvoir leur dire si vous êtes des Arabes, il faut revenir à 3000 ans, on est dans quelque chose d'assez ridicule. Aujourd'hui, on compose avec la situation. La situation est que l'Algérie, culturellement, elle fait partie dans mille et une expressions, que ce soit dans notre langue, dans notre culture, dans notre art culinaire, de l'espace arabo-musulman. Et voilà la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Bien sûr, donc vous êtes vraiment dans une vision complètement enfin, vous voulez inclure l'ensemble des particularités de la nation algérienne, alors que cette idéologie tend à exclure toute différenciation, enfin toute différence plutôt. Et maintenant que vous avez bien évoqué la chose, ce serait intéressant d'aller dans le vif du sujet par rapport à votre livre, c'est sur la question du coup de l'origine, c'est-à-dire de la colonisation française. Vous avez cité au début le fait que c'était le diviser pour mieux régner. Et vous faites aussi un parallèle par rapport au sionisme, donc comme quoi cette idéologie berbériste reprend un peu les codes et la manière dont certains sionistes ont voulu justement légitimer leur volonté de créer un État particulier et à eux. Mais avant ça, lors de la colonisation française, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette tentative de cibler une région, à savoir la Kabylie, et de tenter de se l'accaparer pour en faire le bon élève, le bon exemple à suivre au sein de la vision et des objectifs coloniaux, est-ce que ça n'a pas déjà débuté avec les Juifs du pays, donc les Juifs d'Algérie, en disant voilà, les Juifs, à travers le décret Crémieux, sont les meilleurs modèles d'assimilation à la française, et une fois qu'on a créé la division entre
le peuple autochtone avec les Juifs qui vivaient dans ce pays depuis des siècles. On a fait la même chose avec la Kabylie, en tentant encore une fois de séparer une partie de la société. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Tout à fait. La seule différence, c'est que les Juifs étaient beaucoup moins nombreux que les Kabyles. Donc, euh, leur assimilation dans la société française n'a pas véritablement eu des conséquences graves sur l'évolution de la société algérienne, la société Algérie française plutôt. Donc, ils se sont fondus dans la masse. Pour beaucoup, au fur et à mesure, leur perte de l'identité arabe s'est faite de manière très lente, puisqu'ils ont continué à chanter en arabe, à s'habiller en arabe, etc. Mais tout en adoptant certains codes, par exemple, prendre des prénoms français, etc. Donc, ils ont un peu été une espèce de, oui, un trait d'union, si vous voulez, entre l'arabité et cette nouvelle identité que les Français voulaient créer, à savoir l'identité franco-algérienne. Mais ça n'a pas eu, encore une fois, ça n'a pas eu de conséquences, tout simplement parce que leur nombre est trop petit, donc ça n'aura pas les mêmes effets sur la société algérienne qu'a eu le berbérisme au vu des conséquences que nous voyons aujourd'hui, à savoir, comme je l'ai souvent dit, c'est un terme que j'utilise très souvent, je me répète, c'est vrai, mais il est important, à savoir la reconfiguration de l'identité algérienne. L'assimilation des Juifs à l'identité française ne pouvait avoir cet impact-là au vu de leur nombre, alors que celle des Kabyles d'abord, et puis après au sens le plus large, parce que le berbérisme avait vocation de s'attaquer, ou plutôt de viser, je dirais, la majorité des Berbères du Maghreb, les conséquences sont beaucoup plus tangibles sur le quotidien algérien. Très bien. Et est-ce qu'il y a eu un rôle particulier de l'Église catholique dans ce processus de berbérisation ou non, c'était strictement national du côté de la France? Absolument, absolument. Et c'est toute l'ambiguïté en fait de la colonisation française en Algérie, parce que d'un côté, c'était une France qui était nouvellement républicaine, qui était d'ailleurs très anticléricale, puisque la Révolution française visait à affaiblir le pouvoir du clergé au lendemain de la Révolution française. Et donc, toute cette nouvelle classe politique qui émerge et qui fait partie de ceux qui ont entamé l'entreprise coloniale en Algérie était supposément anticléricaux. Mais bizarrement, ils ont formé une espèce d'équipe redoutable avec l'Église, où justement l'Église, elle était, je le dis dans le livre, ça formait un peu le bon flic, mauvais flic. Vous savez, l'Église, elle était cette espèce de face humaine de la présence coloniale qui, elle, était brutale, militaire, génocidaire, qui entamait des programmes de famine, etc. Et donc, après ce méchant français, vous avez cet aspect plutôt du gentil français qui venait, qui ouvrait des orphelinats, qui ouvrait des ateliers de couture en Kabylie, qui se prétendait être l'ami humain de la communauté. Et bien évidemment, on sait que de toute façon, la vigerie, la présence des Pères Blancs a eu un effet extraordinaire sur le renouvellement, la réécriture, si vous voulez, de l'identité en Kabylie. D'ailleurs, un peu l'exemple le plus probant, c'est aujourd'hui un des gourous du berbérisme, à savoir Marto Blounès. Aujourd'hui, jusqu'à sa mort en 1998, il se targuait de dire que c'est grâce aux Pères Blancs qu'il a connu et pu connaître son identité berbère. Sans les Pères Blancs, il ne le savait pas. Ce qui est d'ailleurs très étrange parce qu'on appartient à une société orale, donc notre apprentissage, que ce soit de la religion ou de l'identité, c'est quelque chose qui se transmet de manière filière de parents à enfants, mais apparemment lui a dû compter sur les Pères Blancs pour lui apprendre son identité, mais c'est un moment de candeur de la part de Marto Blounès qui reconnaît justement l'importance des Pères Blancs dans l'entreprise de manipulation, si vous voulez, de la Kabylie. Donc on a les pères blancs pour les hommes, on a les sœurs du coup pour les femmes. Blanche, oui. Les sœurs blanches, vous évoquez principalement, comme vous l'avez dit, la couture, à travers la robe traditionnelle kabyle. Vous savez, vous faire part d'une chose, ma femme est kabyle, et quand j'ai terminé de lire votre livre, je lui ai parlé justement de ce que vous évoquez, à savoir la question de la robe kabyle et son élaboration au XXe siècle particulièrement. Et elle a été étonnée, elle était très étonnée parce qu'elle était convaincue au fond d'elle que cette robe était millénaire, qu'elle a toujours été là et qu'elle faisait partie du patrimoine kabyle depuis toujours. Et au final, est-ce que cette tentative de distinction vis-à-vis des autres tribus algériennes de l'époque, est-ce que c'était volontaire ou c'était simplement un hasard pur selon vous?
Non, rien n'a été fait de manière hasardeuse, surtout lorsqu'il s'agit de la Kabylie, puisque dès lors que l'administration française a identifié la Kabylie pour mettre sur pied son projet de berbérisation qui avait pour but la division, etc. Donc, chaque petite étape avait son importance. Ce n'est pas pour rien qu'on voulait instruire les Kabyles et leur apprendre le français par rapport à d'autres régions où on fermait les écoles, même arabes, c'est-à-dire qu'on les empêchait même de. Il y a eu on parle rarement du fait qu'on dit souvent que la France a eu un effet, voulait être une entreprise civilisationnelle, mais c'est faux. Ils ont fermé des écoles arabes, ils ont détruit des livres, etc. Et ensuite, en voulant créer des écoles françaises, ils voulaient créer des bons petits soldats de l'identité française et ils ont visé particulièrement la Kabylie pour ça. Peut-être à l'origine, c'était peut-être juste en fait un espace d'expérience qu'ils voudront par la suite développer au-delà de la Kabylie. Mais en tout cas, non. Et donc, quand ils ouvrent des ateliers de couture, c'est pour pacifier les femmes, c'est pour les apprivoiser, si vous voulez. C'est pour dire, regardez, on n'est pas méchants, on est gentils, on est là pour vous. Et puis, au fur et à mesure, on voulait aussi faire une distinction entre la femme kabyle, que l'on définit comme étant très libre, beaucoup moins conservatrice que la femme arabe, qui, elle, se couvre, etc. Ce qui est faux, parce que dans la société kabyle est en fait une société traditionnellement très, très conservatrice, où d'ailleurs les droits des femmes sont même bafoués bien plus que dans les autres parties du pays, puisque la femme kabyle, par exemple, n'hérite pas de son père. Donc, elle est privée de ses droits fondamentaux. Mais en même temps, on la présente comme une femme beaucoup plus libérée, etc., justement pour la distinguer de la femme arabe qui, elle, serait soumise et couverte, etc. Bien sûr, d'ailleurs, vous donnez l'exemple des épaules un peu dénudées, qui ne correspondent absolument pas au climat ambiant de la région. C'est Absolument. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une tentative de symboliser une sorte de distinction entre les femmes kabyles et le reste de la population. D'autant plus que si on regarde la tenue traditionnelle qui était utilisée en Kabylie avant l'arrivée de la France, vous me confirmerez, mais c'était la même chose que les chaouis, enfin, que les femmes chaouis. C'est Serda essentiellement, oui, c'est quelque chose d'assez austère Voilà. et qui couvre, c'est pas la robe kabyle. Pour les raisons de climat et pour aussi les raisons parce que on est des sociétés conservatrices où la femme se couvre tout simplement, quelle que soit la région du pays. Bien sûr, et même le décoratif, au final, qui est souvent couplé à la robe, la plupart des bijoux, vous en faites part, ça provient essentiellement de pays orientaux, comme le Yémen, Ouais. principalement. On a même dans la gastronomie, vous faites référence au... C'était... Trid. Voilà, exactement, c'est ça. Très bien. Donc, une fois que l'Église participera donc à ce processus de berbérisation qui n'a au final que pour unique objectif que de christianiser au final cette partie de la population en tentant de leur rappeler une certaine origine chrétienne au préalable, c'est bien ça ce que vous avez voulu signifier ou pas? Ou En non? fait, je ne pense pas qu'ils ont voulu, s'ils avaient véritablement voulu christianiser, ils l'auraient fait de manière plus efficace. Ils ne pouvaient pas christianiser pour une raison un peu comment dire, je ne trouve pas mon mot en français. Bref, ils avaient besoin de la population indigène pour la manipuler, pour faire les sales besognes, pour faire les travaux que eux ou que les nouveaux arrivants n'allaient pas faire. Donc, en christianisant toute une population, ils se seraient privés de cette main-d'œuvre à bas prix, etc. Ils n'auraient pas pu exploiter les chrétiens comme ils exploitaient les musulmans. Il faut savoir que l'impérialisme ou l'entreprise coloniale se fait parce qu'elle déshumanise l'ennemi. On peut l'exploiter, on peut le massacrer, on peut le tuer parce qu'au final, on ne le considère pas son égal. On peut aussi violer des traités qu'on a signés, etc. Parce que de toute façon, la parole donnée à un indigène, à un brun, à un noir, c'est un peu comme ça n'a pas la même valeur que de donner à quelqu'un que l'on considère notre égal. Donc, en christianisant les populations en masse, ils auraient été obligés de les considérer un peu plus leur ego et ils auraient perdu en quelque sorte la valeur de ce qu'est la colonie algérienne, c'est-à-dire un endroit avec des terres prospères, etc., avec une main-d'œuvre carrément gratuite. C'est un peu c'est l'esclavage, mais en version coloniale. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un véritable désir de christianiser. Il y a eu plutôt un désir de dire aux Berbères, vous savez, vous nous voyez, nous, comme des colonisateurs, mais on n'est pas les seuls. Avant nous, il y avait les Arabes qui étaient les méchants colonisateurs. Et avant l'arrivée de la France, cette idée du méchant
colonisateur arabe était inexistante. Pourquoi? Parce que déjà la Kabylie, parmi d'autres, est une région où l'islam est très présent. Donc l'arabe était même sacré pratiquement. On sait que les familles nobles de Kabylie sont des familles d'origine arabe. Et on sait, et la noblesse vient de cette idée que ce sont ceux qui ont apporté l'islam. Donc ils étaient particulièrement sacralisés, peut-être de manière injuste évidemment, parce que ça a créé une espèce de hiérarchie dans la société, bon, soit, ça c'est un autre débat, mais c'est dire l'importance qu'avait l'islam. Mais cette idée que l'arabe est un colonisateur, un méchant colonisateur, elle est venue, si vous voulez, pour amoindrir le message, l'aspect sévère de la colonisation française et dire, mais vous savez, vous êtes, là, nous, on fait que ce que les Arabes ont fait. Et pourtant, vous suivez leur religion, vous êtes content de parler leur langue et tout. Et donc, par réaction, ben oui, c'est un méchant colonisateur, on va rejeter tout ce qu'il représente. En fait, c'est ça. En plus, pour appuyer ce que vous dites, vous faites en référence dans votre livre l'idée que malgré un certain privilège, une tentative de redorer plus ou moins la berbérité en Kabylie, la pauvreté n'a pas cessé en fait dans cette région. Encore une fois, toute l'ambiguïté de cette entreprise coloniale, c'est-à-dire qu'on utilisait la Kabylie, mais la Kabylie ne recevait rien en échange. C'était l'une des régions les plus pauvres. C'est d'ailleurs cette raison qui a fait que la Kabylie est la région qui produit le plus d'immigrés, en fait. Ils se sont immigrés d'ailleurs déjà au tout début de la colonisation, vers 1875, on commence à avoir un flux important de gens qui fuient, parce qu'ils fuient les entreprises, les expropriations, les famines, etc. Déjà, la topographie de la région ne se prête pas à la grande culture, etc., qu'on voit ailleurs. Donc, il y avait déjà cette propensité à une certaine pauvreté qui est exacerbée par le colonialisme et donc qui pousse les Kabyles à chercher, à prospérer et à travailler ailleurs. Et on voit que c'est la région qui a d'ailleurs fourni le plus d'immigrés constamment. Et jusque dans les années 30-40, on voit les textes d'Albert Camus qui parlent d'une misère extraordinaire. Donc d'un côté, c'est le bon élève, c'est celui qu'on préfère jusqu'à présent. Farhat Mhani, qui est le président du MAC, qui donne une interview il y a à peine une quinzaine de jours où il dit c'est vrai que la France est francophile et kabylophile. Il reconnaît. Et c'est vrai que la France est quelque part kabylophile, mais une kabylophilie qui n'a finalement rien donné, puisque pendant la colonisation, la misère en Kabylie était particulièrement importante. Et donc vous avez fait référence au MAC, donc il s'agit d'un parti algérien indépendantiste, séparatiste. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu une idée des objectifs de ce parti politique? Qu'est-ce qu'il tend à vouloir faire? Alors, le MAC est un parti qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, plus de 15 ans. À l'origine, je pense c'est un parti qui visait à donner à la Kabylie une forme davantage d'autonomie, c'est-à-dire le fédéralisme et donc reconnaître la particularité de la Kabylie. Et puis, peu à peu, ce parti s'est transformé en parti indépendantiste, voulant carrément créer un État indépendant de l'Algérie, avec un discours qui, au fil du temps, a évolué vers quelque chose de beaucoup plus radical, à savoir considérer que l'État algérien est un État colonisateur, qu'il fallait prendre son indépendance. Donc, on est complètement dans le discours colonialiste. Et on reprend les thèmes un peu presque celles que nos ancêtres ont utilisés pour combattre le colonialisme français, ce qui est triste. Et en fait, compte, dans son idéologie, ce parti-là, en fait, s'inscrit dans le berbérisme originel, c'est-à-dire le berbérisme originel, celui qui a été inventé par la France, visait uniquement la Kabylie et visait uniquement à dire que les Kabyles étaient différents des autres Algériens. Et donc, en allant dans cette suite logique, le MAC se distingue du reste des Algériens. Le berbérisme, qui est le berbérisme soft, si vous voulez, celui qui a une face plus acceptable, qui, à mon sens, est beaucoup plus dangereux, en revanche, c'est celui qui consiste à dire tous les berbères sont différents, et donc qui crée cette distinction entre toutes les communautés berbères et les Arabes. Et donc, en fait, on insiste sur une différence dans un sens le plus global, d'abord algérien et même maghrébin, en créant cette espèce de schisme entre berbères et arabes au sens le plus global. Au moins, le MAC, quelle que soit sa nature, au moins vise que la Kabylie. Les berbéristes soft, ceux qui ont pourtant les plateformes les plus importantes médiatiques et qui font la promotion de leur idéologie, eux visent toute l'Algérie, voire tout le Maghreb. Et donc, leur discours est quand même un peu plus pernicieux et plus dangereux. Très bien. Et donc, est-ce que le MAC est un parti qui est accepté actuellement sur le territoire algérien ou il est réprimé? Non. Alors, objectivement, c'est difficile à dire puisqu'il n'y a ni sondage, ni référendum, ni quoi que ce soit dans ce sens-là.
Je pense que si on se fie à prendre le pouls de la situation, le projet n'est pas viable de toute façon parce que la Kabylie économiquement, elle n'est pas à même de prendre, son indépendance d'un point de vue économique. Par ailleurs, il y a bien évidemment de nombreux Kabyles qui se sentent avant tout algériens et donc qui n'adhèrent pas du tout à ce projet. Le problème, il y a un flou, il y a une minorité qui est radicale, qui adhère aux théories du MAC et qui voudrait voir l'indépendance. Je pense qu'ils sont minoritaires. Est-ce que entre ceux qui sont profondément algériens et maintenant une frange, peut-être la nouvelle génération, ceux qui sont nés à partir des années 80, peut-être même 90, eux ont grandi complètement dans ce récit un peu raciste, xénophobe, anti-arabe, voyant une animosité anti-kabyle dans tout. D'ailleurs, on voit avec cela, c'est difficile. Est-ce qu'ils adhèrent aux théories du MAC ou est-ce qu'ils reconnaissent que ce n'est pas viable, mais de toute façon se sentent distincts des autres Algériens? Elle est là la question. Et très franchement, à l'heure qu'il est, nous n'avons pas les outils pour connaître exactement les tenants et les aboutissants de cette question. Très bien. Alors, je vais vous poser une question assez complexe, mais je pense que vous allez avoir les clés pour me répondre. C'est en France, par exemple, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en règle générale, les Français se sentent français. Ils disent eux-mêmes, ils disent qu'ils appartiennent à un peuple de civilisation gréco-romaine. La Grèce, c'est pas en France. Les Romains n'étaient pas en France non plus. La langue qu'ils utilisent, c'est le français, mais qui est basée sur le latin, principalement. Donc, encore une fois, on est à Rome, on n'est pas en France. Et pourtant, ils embrassent totalement leur culture, leur histoire. Ils l'acceptent pleinement. Personne dit « je veux retourner au temps des Gaulois ». Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu ça en France. Comment expliquer que, finalement, ce discours qui dit comme ça, qui peut paraître absurde, a pu finalement exister dans le débat public? C'est tout. Le mot absurde est tellement le mot adéquat dans cette situation parce que les partis français soutiennent par exemple l'idée d'une reconnaissance de la langue berbère au Maghreb, alors que ça ne viendrait pas à l'idée qu'un député français se lève au Parlement français et parle en breton pardon, en occitan, en basque, en corse. Il y a une sacralité autour de la langue française, pourtant qui n'est pas gauloise, puisque les Gaulois sont des gaéliques et la langue française est latine, etc. Mais il y a une reconnaissance, une sacralité autour de la langue française. Il y a des lois qui protègent la langue française. Et voilà que ces mêmes gens qui protègent le français et qui décrètent qu'au Parlement et dans les institutions, il n'y a aucune place pour les autres. Dans le domaine officiel, évidemment, qu'en Bretagne, il y a des radios bretonnes, on célèbre les crêpes ou je ne sais quoi, quels sont les aspects de la culture bretonne, idem pour l'Occitanie, etc. Mais c'est le français qui domine, c'est reconnu, c'est revendiqué, etc. Et donc, ces gens-là, qui pourtant revendiquent et se targuent comment on appelle ça, affection pour tout ce qui est français et cette culture gréco-romaine, comme vous dites, sont les mêmes qui disent aux Berbères et qui financent des partis berbères et qui les soutiennent en créant des associations, en les finançant, en donnant une plateforme médiatique très importante à ceux qui défendent ces thèses-là pour avancer que l'Algérie est exclusivement berbère, qu'il faudrait retourner, qu'il y a un problème à ne pas reconnaître Tamazirt, etc. Donc, c'est véritablement ça le comble. Mais c'est ça aussi un peu la culture occidentale. Je vais revenir un peu à un thème d'actualité. Poutine qui envahit l'Ukraine au mois de février, les pays qui ont, l'Angleterre, la Grande-Bretagne ou l'Amérique, aux États-Unis qui ont envahi l'Irak tout en violation de toutes les lois internationales, sont les pays qui condamnent Poutine pour avoir fait quelque chose de similaire. Donc vous voyez que cette absurdité, ça fait véritablement partie de ce mépris que beaucoup de ces anciennes puissances impérialistes ont pour les autres. C'est-à-dire que la vie de l'autre, la vie opinion, la vie hayat de l'autre n'a pas de valeur dès lors qu'elle n'est pas la nôtre. Ce qu'on dit est bon, ce qui est valable pour nous est bien, ce qui est valable pour vous, c'est une autre chose. Voilà toute l'absurdité en fait. Bien sûr, d'autant plus que nous, Algériens, nous ne partons pas avec des écrits pour dire aux Français votre peuple a été romanisé, les Romains étaient méchants, vous devez maintenant vous séparer de toute votre histoire depuis de 2000 ans.
Et aujourd'hui, la langue arabe qui est exercée en Afrique du Nord depuis plus de 1000 ans, elle est encore perçue, enfin, elle est perçue chez certains comme étant étrangère, sauf que quand bien même elle serait étrangère au départ, 1000 ans, je pense que c'est suffisant pour quitter le cercle de l'étrangeté, pour incorporer au final. Vous m'avez compris. Oui, Très bien. mais aussi, paradoxalement, alors ceux qui vous disent que la langue arabe est étrangère ont une affection toute particulière pour la langue française qui, bizarrement, ils ne considèrent pas étrangère. Donc, c'est dire, Tout, encore une tout fois, à fait. l'absurdité du discours. Tout à fait. Ouais. Et donc, dans le livre, vous dites que c'est en 2018 qu'il y a eu un décret présidentiel sous le gouvernement donc, de Bouteflika qui consistait à ajouter donc, une langue au niveau de la Constitution, car au préalable, la Constitution était préconisé le fait que c'était la langue arabe qui était la langue donc, du pays et que l'islam était donc notre religion. Donc voilà, ce décret présidentiel a été fait, donc sans concertation du peuple algérien. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et aussi, est-ce que vous pensez que le président de la République était apte à ce moment-là pour prendre une telle décision voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Là est toute la question. En tout cas, voilà, c'est ce qui est dommage par rapport au flou qui se passe toujours dans nos pays, qu'on n'arrive pas toujours à élucider les grands mystères et d'ouvrir de grands débats, justement. Je resterai toujours curieuse de comprendre comment on est passé à un Bouteflika qui, encore en bonne santé, disait Tab Djenano pour dire je ne vais pas me représenter à un 4e mandat, se présente à un 4e mandat malgré sa maladie et le fait qu'il était très amoindri. Alors, que dire d'un 5e mandat? Donc, il y a un flou total qu'on n'élucidera jamais parce que de toute façon, lui n'est plus de ce monde. Il y a une omerta autour de ce sujet, donc c'est très difficile de comprendre qui a pris des décisions à ce moment-là. Je pense que de toute façon, ceux qui ont voulu préserver l'ère Bouteflika, que ce soit lui en personne ou son entourage, ont pensé que l'opposition ne viendrait que de la Kabylie parce qu'on a maintenu l'idée que seule la Kabylie est frondeuse. Et donc, il s'est passé, et beaucoup d'Algériens s'en souviendront, il s'est passé à partir de 2018 une espèce de campagne frénétique pour favoriser, pour faire, comment on appelle ça, pour entériner toutes les théories les plus farfelues berbéristes. Donc, on a officialisé Neyer, on a commencé à revendiquer Chéchan, qu'on entendait des officiels, c'est-à-dire payés par les deniers de l'État, du ministère des Affaires religieuses, nous dire que Chéchan est un être sacré, narré dans les textes sacrés. C'est dire, on avait des institutrices qui disaient aux enfants, vous savez, l'homme Mazir est antérieur à Adam et Ève, ce qui est un discours blasphématoire parce que la religion est très claire sur ce point, c'est Adam et Ève. Si il y a des hommes avant, on est ni dans le darwinisme ni dans le religieux, on est dans quelque chose de complètement nouveau. Donc il y a eu une campagne véritablement frénétique pour faire avancer cela en se disant que si on va imposer ces théories-là, la Kabylie va se dire finalement on est bien avec Bouteflika, on va pas s'opposer à ce fameux 5e mandat. Et bien évidemment, la politique, on ne peut jamais prévoir d'où les crises vont venir parce que ce sera à Mascara qu'un premier homme, enfin 2 hommes, il me semble, le Hajj Gharmoul, qui lèveront une pancarte en disant et la feront diffuser sur les réseaux sociaux pour dire non au 5e mandat. Et puis petit à petit, ça a commencé à faire des émules au point où ensuite, ça s'est transformé dans le Hirak que nous connaissons, parce que l'idée de cet homme très affaibli, très âgé, visiblement plus à même de tenir les rênes du pays, était insupportable pour une majorité d'Algériens. Et voilà, l'opposition, elle est venue finalement de partout, sauf de la Kabylie. La Kabylie a rejoint le mouvement du Hirak plus tard, mais les premiers soubresauts du Hirak n'ont pas eu lieu en Kabylie. Non. Très bien, donc on est vraiment sur un flou total, donc suite à cette décision lourde de conséquences et très importante donc, pour l'Algérie. Et on se retrouve aussi dans la Constitution avec des détails qui n'existent pas en tout cas sur la langue arabe, c'est-à-dire la question du développement de cette langue, car l'arabe au final est structuré. C'est une langue qui est portée sur la philosophie, qui est portée sur l'histoire, qui est portée avec énormément d'ouvrages de grammaire et de littérature. Là, on se retrouve avec une langue, du coup, qui fait partie de notre constitution à présent, mais qui, au final, n'a aucun support à la fois littéraire, mais aussi au niveau linguistique. J'ai cru comprendre que cette langue, est, au final, c'est des termes qui ont été repris dans votre livre, une langue monstre. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Langue monstre, c'est pas ma phrase. Langue monstre, c'est le monsieur chargé du Haut Commissariat de la Mazérité, monsieur Abdelzak Dourari, qui l'a décrite comme étant une langue monstre. Et il dit que justement, on a bâclé le processus, on a voulu créer une langue en se basant grossièrement sur les travaux de... Parce que Mouloud Maamri a fait un dictionnaire. En fait, il a, au gré de ses pérégrinations dans des régions berbérophones, il a capté des mots et à chaque fois qu'il relevait un mot qui était proche ou similaire à son kabyle maternel, il décrit ah ben ça c'est un mot berbère et donc il a créé un dictionnaire. Et en se basant très grossièrement sur cette démarche qui est pas très professionnelle, c'est pas un linguiste de toute façon, on a voulu créer cette langue et ça a formé quelque chose de enfin, c'est pas une langue, c'est une langue que personne ne parle. Et d'ailleurs, étrangement, c'est une amie kabyle qui m'a, à l'origine, moi, je ne connaissais pas, pour moi, Tamazirt, j'avais un peu l'impression, il y a très longtemps, que tous les Kabyles, tous les Berbères, pardon, se comprenaient. Et cet ami kabyle me raconte que son petit garçon, un jour, rentre en pleurant, parce qu'il parle kabyle à la maison, et donc il rentre en pleurant, lui disant, je sais plus ce que je parle, parce qu'à la maison, tu es en train de me dire ça, et à l'école, on me dit ça, et c'est deux choses différentes. Et elle m'a dit, je me suis penchée sur le cursus, et j'ai compris que c'était celui de Khalota qui n'avait ni queue ni tête. En gros, c'est ça. C'est véritablement ça, Tamazirt. Je me dis, ah bon, ça m'a un peu... Et ça m'a un peu interpellée, c'est un peu comme ça que je me suis penchée sur la question. Et en me renseignant davantage, je comprends que c'était une langue qui n'existait pas, qui n'a jamais existé, qu'on était en train de façonner et qu'au moment même où on l'a officialisée, elle n'avait toujours pas, le processus de codification ne s'était toujours pas terminé. Donc, c'est dire qu'on est dans du cocasse là. On a officialisé une langue que personne ne parle encore. Pourquoi aussi, et pourquoi ça a été, cette couleuvre, si vous voulez, elle a été si largement avalée? Parce qu'au fond, dans l'inconscient collectif, on ne dissocie pas Kabylie de la mazérité ou du berbérisme. Et donc, dans l'esprit de tout le monde, on a tout simplement officialisé le kabyle. C'est cela. Et c'est pour ça que quand on dit aux gens, vous savez, personne ne parle tamazight, on me dit, mais si, il y a des milliers de gens qui parlent tamazight. Non, personne ne parle tamazight. Les Kabyles parlent kabyle, évidemment. Les Chaouis parlent chaoui, les Mozabites parlent mozabite, mais personne ne parle une langue supposément commune à tous. Et c'est là où c'est absolument absurde, parce qu'on risque en fait de perdre le kabyle, qui est un ancien patrimoine de l'identité algérienne, le chaoui également, le mozabite qui font partie de l'oralité de la culture algérienne au profit de cette espèce de langue monstre. Et là, je cite Abdelzak Dourari qui a dit ça, et non, et ce n'est pas moi. Donc voilà. Tout à fait, c'est très clair. Vous savez, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes séparatistes qui tentent clairement de vouloir se séparer de la nation algérienne et qui s'opposent au projet actuel de la langue tamazight qui doit se développer sur le plan national. Pourquoi? Parce que ces personnes, essentiellement kabyles, disent que ça détruit même leur dialecte personnel. Absolument. Absolument. Et qu'ils ont peur de se faire effacer à travers cette langue qui est en train de se concocter, qui finalement, au final, s'oppose à leur objectif principal. D'autant plus que ceux qui sont encore le plus touchés, ce ne sont pas les Kabyles, car au final, cette langue qui est en train de se façonner se base essentiellement sur le Kabyle et un petit peu de Chaoui. Mais les Mozabites, aujourd'hui, se retrouvent complètement mis à l'écart, car quasiment aucun terme ne leur sied au final dans cette construction linguistique. Donc actuellement, même au sein de cette, de cette mouvance, eh ben, ils n'acceptent pas ce décret présidentiel tel qu'il a pu être établi en 2018. Et ça montre encore une fois l'importance qu'il y a à devoir débattre de ces questions, chose qui n'a pas été faite. Absolument. Alors, ce qui est bizarre, étrange, c'est qu'au moment de Bouteflika, toutes ces décisions étaient décortiquées, analysées, critiquées très souvent, quelle que soit la décision. Je pense que Bouteflika, à un moment donné, il aurait pu décréter, donner un organe qu'on aurait critiqué pour ça. Je ne suis pas en train de défendre Bouteflika, mais pour dire que toutes ces décisions étaient absolument décortiquées et critiquées, si ce n'est celle-là. Celle-là, elle est passée crème sans que personne ne se pose de questions. Or, quelque chose qui engage la nation de manière c'est un sujet qui est si important et qui engage l'avenir de toute une nation, aurait mérité un débat, aussi une approche pédagogique, qu'on nous dise tout simplement, c'est quoi exactement Tamazight? Parce que, voyez-vous, moi-même, je ne savais pas. Moi-même, inconsciemment, comme beaucoup d'Algériens, c'était pour moi du kabyle. Et à vrai dire, je ne savais pas tellement qu'il y avait... Je n'ai jamais véritablement su qu'entre kabyle
et Shawi, il y avait autant de différences. Et voici l'ironie, je m'en suis aperçue assez récemment, en fait, parce qu'il y a eu où Yahya Ahmed Yahya, l'ancien Premier ministre, donnait très souvent des conférences de presse où, de temps en temps, il répondait à des questions en kabyle, de la presse régionale. Et un jour, il répond à une question très importante en kabyle. Évidemment, les autres ne disent jamais rien parce que de peur de s'ils disent quelque chose, ça soulève un tollé en disant mais comment ça, c'est une langue officielle et on est des Algériens, etc. etc. Or, l'arabe, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et le seul qui a pu se lever et donner son avis, c'était un journaliste Chewi, en lui disant Monsieur le Premier ministre, vous venez de répondre en kabyle, moi je suis Chewi, je n'ai pas compris. Et il lui répond en lui disant bah, écoutez, vous avez raison, en effet, le kabyle et le chewi ne sont pas deux langues similaires, et donc nous allons opter pour la langue que nous comprenons tous, à savoir l'arabe. Voilà. Effectivement, on revient donc toujours à la même chose. Et donc, d'où le processus initial qui s'était posé, comme vous l'avez dit, à savoir soit nous continuons sur la langue française, ou bien nous continuons avec la langue arabe telle qu'il a été pratiquée pendant des siècles. Et donc, vous avez aussi signifié le fait que la codification n'a pas encore établi, donc il y a des divergences. Certains disent qu'il faudrait l'écrire en latin, avec les langues latines, l'écriture latine, d'autres avec l'écriture arabe, d'autres avec le tifina, c'est bien ça? C'est cela, voilà. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tifina, si je ne me trompe pas, c'est inspiré principalement de l'écriture libyque qu'on retrouve dans certaines inscriptions pour essayer de s'ancrer, on va dire, dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les inscriptions, si on regarde bien les travaux de différents chercheurs, l'écriture s'écrivait soit de bas en haut, comme les hiéroglyphes de l'époque, soit de droite à gauche, comme la langue arabe. Et aujourd'hui, ce néo-tifina s'inscrit sur un autre processus, à savoir de gauche à droite, et nous le savons tous, ce n'est pas un hasard, c'est encore une fois une volonté de s'inscrire vers la pensée donc occidentale, qui est d'ailleurs son berceau. Est-ce que vous pensez que cette codification finira par être établie, ou vous pensez que ça restera en suspens comme cela en permanence? Quels sont vos avis sur la question? Les plus influents du mouvement berbériste sont les kabylo-berbéristes. Et les kabylo-berbéristes sont favorables à la graphie latine. Donc, s'il n'y a pas de débat, d'opposition, et si on continue à abonder dans la direction dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, nous allons vers l'adoption de Tamazight avec la graphie latine. S'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas un débat ouvert et serein, etc. Je pense que c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est cette partie des berbéristes qui sont les plus influents, qui sont les plus omniprésents et qui sont dans les médias, etc. Et c'est pour ça que c'est cette option qui va prendre le dessus. Alors, Tifiner, c'est très difficile. Petite parenthèse, Tifiner qui vient, selon beaucoup de linguistes, de fénérer. Donc, c'est une forme de phénicien à l'origine. Donc, on revient encore à cette origine orientale, évidemment. L'arabe, il y a une telle hostilité, et il faut le reconnaître, parce que le berbérisme se nourrit de l'anti-arabisme, de l'hostilité à tout ce qui est arabe. Il y a une telle hostilité envers l'arabité que l'idée d'adopter la graphie arabe paraît inimaginable pour les berbéristes. Et donc, comme je l'ai dit, si on continue dans ce chemin-là, on va vers la graphie latine. Pourtant, en Algérie, un phénomène assez récent, c'est les administrations publiques, avec justement cette nouvelle calligraphie néo-tifina qui commence à s'instaurer de plus en plus. Si ça n'a pas été codifié, pourquoi avoir privilégié ces inscriptions dans l'administration? Alors là est la bonne question, d'autant plus que on remarquera que, par exemple, pour dire, je vais donner un exemple, hein, c'est pour illustrer mon propos. Mairie s'écrira, par exemple, dans la ville de Stef, différemment qu'il s'écrira dans la ville de Ain Defla. Parce qu'en fait, on est en train d'avancer à l'aveuglette complètement. Parce que personne ne parle véritablement cette langue, parce que justement, on ne s'est pas encore arrêté sur son sens, sur sa graphie, etc. Donc, on est là, en fait, on est en train de ménager un lobby
en avançant un peu à l'aveuglette sans véritablement délivrer quelque chose de concret pour l'avenir du pays. Et je pense qu'on est en train de faire c'est très délicat ce qu'on fait parce qu'on est juste en train de faire du rafistolage. On avance en faisant du rafistolage. Et voilà pourquoi c'est uniquement, ça c'est un projet uniquement politique pour donner de la visibilité à la berbérité et pour ménager, comme je l'ai dit, ce lobby puissant de lobby berbériste en Algérie. Très bien, donc là on voit bien qu'il y a un phénomène très grave, c'est-à-dire que si on résume globalement ce que nous avons déjà dit, on fait face à une idéologie qui, comme vous l'avez énoncé, se construit à travers la colonisation française, tend à effacer plus de 1000 ans d'histoire, et même plus, même au-delà, efface tout son héritage punique, efface tout son héritage libyque oriental, dans la manière d'écrire, dans la manière de percevoir le monde, tend à effacer également toute trace de, comment dirais-je, d'écrits historiques, parce qu'aujourd'hui, la plupart des écrits qui nous sont parvenus vont dans le sens d'une civilisation plutôt orientale de l'Afrique du Nord, en règle générale, donc il y a un effacement même de l'histoire littéraire telle qu'il nous a été perçue. Beaucoup de gens me disent « Non, mais il ne faut pas écouter Ibn Khaldoun, il n'a pas compris ». Quand on sort Saint-Augustin, « Ah non, mais Saint-Augustin, il n'a pas compris non plus, il se trompe ». Tout le monde se trompe, si ce n'est les penseurs actuels du XXIe siècle qui viennent justement redorer l'histoire, selon eux, de l'Algérie. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, on pioche un peu, mais on pioche que ce qui nous arrange. C'est-à-dire, on va piocher quelque chose d'Ibn Khaldoun. Alors, les berbéristes adorent la fameuse phrase Ida Ribat Ribat pour dire que tout ce qui est touché par les Arabes tourne au vinaigre, etc. Ils adorent piocher quelques éléments d'Ibn Khaldoun, mais pas tout. Parce que quand on lit justement tous les textes d'Ibn Khaldoun, parfois, il y a des choses qui ne font pas plaisir, mais ils vont être très sélectifs sur leur lecture. Et idem avec tout le monde. Saint-Augustin ne se définissait pas comme un berbère, ni encore moins un amazir. Il était complètement imprégné de culture latine, il était très attaché à cette culture latine, il n'a fait que la défendre, il a été son porte-étendard, donc c'est un peu comme, je ne vais même pas dire, c'est un peu délicat parce qu'il était de première génération, mais Zidane a joué pour la France, a aidé la France à gagner la Coupe du Monde, embrasser son maillot français, se dresser fier comme d'Artaban pour la Marseillaise, et il en est même arrivé à jouer contre l'Algérie. Donc, certes, ses parents sont algériens, mais il n'est en rien algérien. C'est ça la réalité. Et Saint-Augustin, quel que soit son lieu de naissance, était latin de culture. Donc, on pioche comme ça et là pour se réinventer une histoire. On prend un peu des choses qui nous arrangent par-ci, par-là, mais au fond, elles ne tiennent pas la route. Et quand ils sont confrontés, justement, quand on les confronte à des faits, donc ce que j'ai essayé de faire, vous savez, je n'ai rien inventé de ma tête. Moi, j'ai tout étayé avec des sources, évidemment. Je ne suis pas là pour balancer des choses pour simplement faire le buzz, absolument pas. C'était histoire d'abord une interrogation, comme je l'ai dit, personnelle, pour d'abord me renseigner moi-même, parce que ça engageait l'avenir de mon pays. Et puis par la suite, j'ai compris qu'il fallait diffuser l'information. Et donc, on se base sur des faits. Donc, quand on avance des faits, il y a soit une omerta totale. Donc, quand par exemple mon livre a été interdit du sida, vous avez tous ces fameux démocrates, toute cette presse algérienne qui a été complètement silencieuse par rapport à cette interdiction. Je n'ai pas du tout été invitée par aucun média pour débattre, pour discuter de ce sujet. Et assez récemment, je vois ma modeste page, être victime d'une attaque virale, d'une violence extraordinaire, parce que justement, l'idée, c'est de faire dans l'intimidation pour empêcher toute forme de débat. Et c'est ça. C'est-à-dire, ne pouvant pas défendre son opinion, on fait soit dans l'omerta, soit dans la diabolisation de l'autre. Voilà, c'est ça. Et vous remarquerez que là, c'est le parallèle avec la méthodologie sioniste. C'est-à-dire que quand vous avancez des thèses où vous racontez tout simplement les Palestiniens sont eux les victimes d'occupation, ce sont eux qui ont été victimes d'épuration ethnique. Je ne suis pas en train de faire cette comparaison avec les Berbères, il faut que les choses soient claires. Mais pour dire, quand on confronte les sionistes avec ces réalités-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont soit vous diaboliser, soit entretenir l'amalgame entre une critique du sionisme avec une critique avec de l'antisémitisme, ce que les berbéristes font en disant que la critique de l'idéologie berbériste est une attaque sur les berbères, ce que je ne fais pas, mais ils le disent néanmoins, ou alors complètement faire le blackout sur tous ceux qui défendent ces thèses-là en ne les invitant pas sur les plateaux de télévision, en leur permettant de pas faire la promotion de leurs travaux, justement pour que ces informations-là ne soient pas diffusées. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez
au début de votre prise de parole, cité Ibn Khaldoun sur une citation qui est souvent utilisée, à savoir que lorsque les Arabes touchent une chose, ça finit par s'écrouler, c'est bien ça, enfin Ouais, disparaître. Pourtant, Ibn Khaldoun, dans son livre, quand il dit ça, ça n'est pas pour parler des Arabes en règle générale, il parle des Bédouins. Parce que Ibn les Khaldoun, ruraux. voilà, c'est ça, il fait vraiment une sorte de distinction entre ceux qui vivent dans la cité et ceux qui vivent en dehors. Et ça, c'est encore une fois sélectionné, c'est piochi piocha, je prends ce qui m'arrange chez Ibn Khaldoun Exact. et j'en fais un cocktail. Et vous avez cité justement l'idéologie donc sioniste en parallèle avec cette donc idéologie berbériste. Et selon vous, euh, le point commun le plus flagrant que vous pouvez citer entre ces, enfin que vous pouvez énumérer entre ces deux idéologies, ça serait quoi? Ça serait l'idée d'un peuple autochtone qui mérite d'être là plus que les autres, donc cette idée de pureté. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un rapprochement selon vous très important? Aujourd'hui, je dirais, aujourd'hui à l'heure qu'il est, c'est l'exploitation de cette idée du statut de victime. C'est D'accord. d'exploiter un statut de victime qui n'existait pas. Alors, il y a une différence néanmoins fondamentale entre le sionisme, c'est-à-dire que le sionisme s'est fondé sur une oppression qui a tout de même existé. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un véritable antisémitisme dont les Juifs ont été absolument victimes en Europe. Pas chez nous, puisque quand ils ont été victimes de persécutions, ils ont toujours trouvé refuge en terre d'islam, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit aussi dans l'Empire ottoman. En revanche, depuis la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, les Juifs constituent une communauté très prospère, très, très bien intégrée. On les voit, ils sont au gouvernement, dans les hautes sphères de la politique, des finances, des médias, ce qui est tout à fait leur droit en tant que citoyens français ou britanniques ou américains. Et donc, il n'y a pas lieu d'exploiter ce sentiment victimaire qui est faux. Aujourd'hui, en France, par exemple, personne, vous ne trouverez pas un juif qui va vous dire « je n'ai pas pu louer un logement parce que je m'appelle Cohen, je n'ai pas pu être promu parce que je m'appelle Serfati, etc. » C'est complètement faux de dire ça. Ce qui est pourtant le cas pour un Maghrébin ou un Africain subsaharien. Donc, cette réalité, elle ne s'applique pas aux Juifs aujourd'hui, et idem pour les Kabyles en Algérie. Quand on entend sans cesse, oui, on a été opprimé, c'est complètement faux. Les Kabyles, ce qui est tout à fait naturel, on fait partie des hautes sphères de la politique, des médias, du cinéma, de la presse, tout à fait normalement, et en rien, ils ont été marginalisés, opprimés ou quoi que ce soit. Il y avait la radio kabyle qui émettait. Les grandes vedettes que nous connaissons ont débuté leur carrière dans les médias étatiques. Donc, il n'y a jamais eu comment on appelle ça, de marginalisation officielle. Et ce qui est, encore une fois, ce qui est tout à fait naturel. Donc, on a exploité un sentiment victimaire qui n'a pas lieu d'être pour faire avancer une idéologie. Et on continue d'ailleurs à inculquer aux jeunes Kabyles, vous regardez, les Algériens, les autres vous détestent, les Arabes vous aiment pas, etc. Et je vais prendre encore l'exemple, c'est triste de revenir là-dessus, c'est l'affaire Jamel Ben Smaïn. C'est qu'on a vu un élan de solidarité envers la Kabylie qui était extraordinaire, qu'on n'avait pas vu envers d'autres régions et qui s'est transformé. Et dès qu'il y a eu ce fameux lynchage et qu'il y a eu une réaction, la réaction était de « Ah, vous voyez, ils jettent l'opprobre sur la Kabylie, ah, ils font ci, ah, ils font ça ». C'est-à-dire que dès lors que les Algériens ont réagi, évidemment, violemment à cette barbarie raciste, puisque en le lâchant, on scandait les Arabes, les animaux, la réaction était de dire « Ah, ben vous voyez, ils ne nous aiment pas ». Or, c'est absolument faux. On s'aime entre nous, bon, on se chamaille, on va se moquer peut-être de l'accent de Flaine ou de machin, et de dire que mon couscous est mieux que l'autre, etc. Mais il n'y a pas une animosité envers aucune région. La preuve, cet élan de solidarité a démontré le contraire. Et la réaction, ensuite, de dire « Ah ben vous voyez, finalement, quand ils réagissent, c'est qu'ils ne nous aiment pas », prouve que l'on exploite ce sentiment victimaire. Bien sûr, vous avez même, pour appuyer votre propos, vous avez cité le Premier ministre Ouyahyia, qui était donc kabyle, donc preuve encore un kabyle peut atteindre les plus hautes sphères du pouvoir en Algérie. Mais à un moment donné, en Algérie, alors il y avait Ouyahyia ministre, il y avait Sidi Saïd qui était au syndicat, il y avait Ali Haddad au patronat, en même temps. Donc, si ça avait été, vous savez, à un moment donné, on disait que Bouteflika était régionaliste parce qu'il favorisait les gens de sa région, c'est Nodromat, Tlemcen, etc. S'il y avait eu cette espèce de triumvirat occupant qui venait de Tlemcen, ça aurait créé un tollé. Or, le fait que c'était exclusivement de Kabylie, personne n'a dit quoi que ce soit. Donc, c'est dire
il y a une espèce d'omerta autour du sujet. Et il y a le général Toufik qu'on a appelé le bon Dieu de l'Algérie pendant de nombreuses années. Il y a eu de nombreux généraux, il y a de nombreux des directeurs de banque à la Sonatrach, etc. Encore une fois, ce sont des Algériens qui méritent d'être là où ils veulent. Là n'est pas la question. Donc, mais il n'y a pas lieu de parler d'une marginalisation, c'est tout. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous diriez à certains Kabyles qui pourraient vous dire, bah, vous nous aimez pas. Voilà. Alors, Hamza Kalam Mustafa, votre livre, je trouve qu'il me dénigre, je trouve qu'il rejette mon identité, ce que je suis. Qu'est-ce que vous répondez à une personne qui pourrait penser ça de vous? C'est très difficile. Je pense que la personne qui me dira ça est une personne qui n'aura pas lu le livre, ou qui D'accord. aura eu un a priori, ou qui aura peut-être certainement lu des réactions ou vu des vidéos ou je ne sais quoi qui circulent sur le net en ce moment sur moi avant de l'avoir lu, et donc qui approche sa lecture déjà avec un a priori. Mais comme je l'ai dit, je ne nie pas la composante berbère, je la reconnais, je trouve qu'elle fait partie de l'identité algérienne, mais je fais une critique d'une idéologie, de la même manière que si je faisais une critique de la politique islamiste, par exemple, je ne serais pas une islamophobe, fort heureusement, et donc je peux me permettre de faire aussi une critique. J'ai critiqué, pour ceux qui s'intéressent à mes travaux, qui sont largement disponibles sur le net, j'écris essentiellement en langue anglaise, j'ai critiqué de nombreux États arabes, j'ai critiqué l'Arabie saoudite pour sa guerre au Yémen, etc. Donc il ne s'agit pas ici d'un a priori motivé par le racisme ou le régionalisme, bien au contraire, c'est motivé par le besoin de critiquer une idéologie qui, à mon sens, mérite d'être critiquée et qui ne l'a pas été jusque-là. C'est-à-dire qu'elle a eu carte blanche depuis 30 ans. Il n'existe, c'est très étrange, mais il n'existe aucune critique du berbérisme disponible de manière, aucun livre, quoi que ce soit, si ce n'est pour nous vanter ses mérites, mais ne voyant pas les dérives que l'on vit aujourd'hui au quotidien en Algérie. Très bien, donc vous apportez donc ici la contradiction. Et d'ailleurs, je tiens même à vous dire que j'ai eu des messages de certains Kabyles qui m'ont voulu exprimer leur soutien envers vous, en disant que ce que vous faites, c'est extraordinaire, parce que eux ne se reconnaissent absolument pas dans le discours séparatiste. Au contraire, eux, ils veulent vivre leur vie tranquillement, vivre pleinement leur identité, même au sein de leur localité régionale, tout en embrassant l'aspect national et qui passe également donc par l'arabité sur le plan linguistique. Voilà, donc c'est aussi très important de rappeler que voilà, à aucun moment vous avez essentialisé toute une partie de l'Algérie. Au contraire, vous avez toujours été très pointilleuse, très dans le détail. Vous visez principalement les porteurs d'une idéologie. Il n'y a aucun racisme dans vos propos. C'est toujours très important de le rappeler pour ceux qui nous écoutent. Et de toute façon, vous avez reçu des messages, mais je me réjouis de vous dire que moi aussi, j'en ai reçu de nombreux Kabyles pour me remercier. Et me remercier pour une chose que j'avais découverte il y a déjà très longtemps. Ils sont en Kabylie en particulier, ce qui est très triste à dire, ils sont otages un peu de cette idéologie. C'est-à-dire qu'ils sont complètement, ils n'ont pas l'espace pour s'exprimer pleinement et ils sont véritablement victimes de cette espèce de pression qui est exercée par les berbéristes. Ils n'ont pas vraiment où s'exprimer et ils ont été très reconnaissants, exactement, d'entendre quelqu'un finalement crever l'abcès et dire ce que eux voulaient dire, mais ne pouvaient pas de peur. Et encore une fois, étrangement, ça m'attriste de faire ce parallèle, mais ça rappelle un peu, vous savez, cette insulte que les sionistes vont jeter à la figure de certains juifs qui sont critiques du sionisme en disant vous êtes, j'ai oublié la formule, je sais qu'en anglais c'est self-hating Jew, c'est un juif qui se déteste, qui se méprise. Et donc c'est une expression qu'on utilise, je crois qu'en France on utilise un peu le mot capot pour insulter les juifs qui ont décidé de ne pas adhérer aux théories sionistes, on les insulte, on les traite de traîtres, etc. Encore une fois, c'est juste pour illustrer de manière caricaturale, mais cette similarité entre ceux qui ne veulent plus adhérer à ces théories-là, mais qui sont victimes de pression sociale pour ne pas pouvoir s'exprimer ouvertement. Bien sûr, vous avez utilisé les bons termes, vous avez utilisé le terme d'otage. Donc on les met entre deux positions compliquées. D'un côté, on leur dit, voilà, soit vous êtes avec ces Arabes, donc cet État colon, pour reprendre leur terme, l'État algérien. Et il y a nous, ceux que vous devez choisir, qui est votre peuple originel, pur. On est vos seuls représentants, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, Ils n'ont pas le c'est choix. ça. Exactement. Ouais. Et vous avez cité aussi deux personnages. Vous avez cité la Kaïna tout à l'heure, et vous avez cité
Également, est-ce que ça vous C'est parle? là. Kousseila, exactement. Donc souvent traité chez Ibn Khaldoun et d'autres penseurs. Et la Kaina est souvent utilisée comme figure féminine, donc une sorte de figure féminine de liberté qui a pour vocation de repousser donc l'ennemi. Donc c'est vraiment un personnage qui fait surface actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore une fois pourquoi, même si ça me semble assez évident, et aussi est-ce que c'est assez récent cette réappropriation de cette figure? Alors, je vais déjà aller un peu plus loin par rapport à votre question et déjà vous dire pourquoi les Arabes ont choisi d'un peu enjoliver l'histoire de la Kahina qui finalement n'était pas vraiment, c'était pas une reine au sens propre du terme, il n'y avait pas de royaume, il n'y avait pas un socle. Vous savez, un roi, c'est dans le sens propre du terme, c'est quelqu'un qui a une monarchie, qui règne sur une monarchie, qui a un royaume avec toute cette structure et tout. La Kahina, on peut dire, ça devait être une chef peut-être de tribu à la limite. Mais on l'a glorifié, les Arabes l'ont d'abord glorifié, et c'était en quelque sorte pour un peu enjoliver leur entreprise. Il faut savoir que l'expansion de l'islam a été une entreprise d'une réussite et vraiment très, très importante. Ils ont réussi à islamiser la Grande Perse, qui était pour ces Arabes qui venaient d'une péninsule aride. C'était quand même une société assez sophistiquée, peut-être pas aussi sophistiquée que la Grande Perse, mais il y avait quand même une ville avec ses structures, etc. Mais l'islamisation de la Perse, c'était une réussite extraordinaire. Et donc, quand ils arrivent, ils islamisent le Maghreb. Il y a eu des premières résistances, mais les Berbères ont très rapidement épousé l'islam, ont embrassé l'islam, se sont retrouvés. L'islam leur a plu, évidemment. Ça leur a aussi permis de s'émanciper du statut qui était le leur, qui était un peu inférieur par rapport au régime romain. Et donc, c'est bien plus tard, hein, c'est à partir du XIe siècle qu'on voit les récits arabes nous parler de cette fameuse Kahina et tout. Et on essaye de parler d'une espèce de résistance forte des Arabes pour dire que l'entreprise d'islamisation du Maghreb n'était pas très facile. Il faut un peu se glorifier, il faut un peu bomber le torse et dire ah ben, ça n'a pas été si facile que ça. Or, la réalité, c'est que ça n'a pas été si difficile que ça. Les Nord-Africains, si vous voulez, on va rentrer dans la polémique du vocabulaire, ont très rapidement accepté l'islam et se sont ont très rapidement été séduits par ce message divin. Donc, un peu pour revigorer les troupes et parler et créer une espèce de mythologie un peu glorieuse, on a accentué l'effet d'armes de la Kahina, etc. Il y a eu des résistances, évidemment, mais elles n'étaient pas aussi importantes qu'on aimerait le faire croire. Donc, on avance dans le temps et c'est la France, pour répondre à votre question, c'est la France qui, alors d'un côté, elle veut dénigrer tous ceux qui ont résisté à l'occupation française. Vous savez qu'en Algérie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Algérie, on raconte des blagues sur la ville de Mascara. Et on continue à le faire sans véritablement le savoir. Mais pourquoi on le fait? Parce que parce que Mascara était la ville de l'Émir Abdelkader. Et donc, on l'a associé à cette ville qui a résisté. Et donc, pour l'humilier, pour la dénigrer, on s'est mis à raconter des blagues en disant que les gens de Mascara étaient un peu bêtes, un peu ploucs, enfin bref, les blagues, on les connaît. Et on a perpétué cette tradition sans véritablement en connaître son origine. Donc, les Français, ils ont voulu dénigrer ceux qui ont résisté à leur présence, mais ils ont voulu par la suite enjoliver ceux qui ont évidemment résisté à la présence arabe. Pourquoi? Pour renforcer les théories berbéristes qui voyaient dans les Arabes ce méchant colonisateur venu effacer l'identité berbère, détruire les langues berbères, etc. Voilà pourquoi la Kahina est si souvent évoquée dans les textes français et, par voie de conséquence, dans les théories berbéristes. Très bien, c'est un très très bel exposé sur la question, d'autant plus que la Kaina, chez Ibn Khaldoun, c'est traité de manière assez succincte, il ne développe pas essentiellement la question. Il n'y a pas de source aussi, comme vous l'évoquez dans le livre, il n'évoque pas comment il rapporte cette histoire, de qui il l'a entendu, ce qui pose également beaucoup de problèmes. Et aussi, donc c'est grâce aux Arabes qu'on connaît donc ce personnage. Et ce qui est souvent mis de côté, c'est que ça aurait été donc une reine, même bien qu'il faudrait relativiser le propos, mais des Aurès, pas de toute la berbérité, pas de la Kabylie, pas du tout, des Aurès. Et Aucune de ces figures, en fait, n'est de Kabylie. c'est ça. Elle est d'Ozores, Roseila est de Khenchla, Massinissa est de Sirta, donc de Constantine. Mais je pense qu'on se focalise.
on floute un peu parce que c'est un peu l'Est, donc on va se dire, bon, c'est l'Est, alors allez, on peut se l'approprier. Bizarrement, Sifax, qui a été un grand défenseur de l'Afrique du Nord et qui a véritablement résisté aux Romains, de toutes les figures de l'Antiquité, c'est peut-être celui qui mérite d'être le plus promu. On devrait plus avoir des Sifax en Algérie qu'avoir des Massinissa, qui lui était un vassal de Rome, reconnu comme un vassal de Rome, qui a d'ailleurs affaibli et affamé son peuple au profit de la soldatesque romaine, puisqu'il il donnait très souvent les récoltes. Les récoltes étaient partagées et étaient distribuées pour la soldatesque romaine qui continuait l'entreprise impériale romaine en affamant la population. Donc c'était un roi en plus qui n'était pas particulièrement aimé. Sifax, en revanche, était une figure héroïque, mais comme il est de Ain Tmouchen, donc dans l'ouest, qui est aujourd'hui considéré comme une partie profondément arabe, qui là où il y a eu, puisqu'il y a moins de poches berbères, donc là, on l'ignore complètement et on décide de ne pas trop en parler, alors que de toutes les figures, comme je l'ai dit, de l'Antiquité, c'est peut-être celle qui mérite le plus d'être médiatisée pour son rôle, rien à voir avec les Arabes, mais au moins de ce rôle de défenseur de l'Afrique du Nord pour les Nord-Africains. Tout à fait. Donc, il y a une sorte de sélection, encore une fois, géographique de Exact. de qui on détient l'autorité ou non. Et chez Ibn Khaldoun, la Kaïna est juive, selon lui. Oui, alors qu'historiquement, alors on sait que du côté d'Adarar, etc., il y a des poches de communautés juives, peut-être pas pratiquant le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Elles se sont développées ensuite par la suite avec le commerce de l'or, il faut savoir, entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Mais dans les Aurès, il n'y a pas véritablement de traces de religion juive. Et d'ailleurs, il n'étaye pas véritablement ses sources. Donc, c'est assez. Également, On est un peu dans le flou par rapport à cela. effectivement, d'autant plus que chez les historiens, on va plutôt tendre vers une idée qu'elle serait plutôt chrétienne. Mais dans les deux cas, dans les deux théories, si on devait les prendre pour acquis, eh bien, ça pose problème au mouvement berbériste, dans la mesure où si la Kaïna était juive, eh bien, nécessairement, de point de vue de sa religion, elle ne pouvait pas avoir un attrait pour le polythéisme local. Ce n'est pas possible. Et en même temps, même pour le christianisme. Le christianisme n'est pas accepté dans le judaïsme. Donc il y avait forcément une hostilité avec Rome dans ce cas-là. Et si elle était chrétienne, eh bien, les chrétiens vivent en communauté. L'Église a une hiérarchie très précise. Et donc, il y a une certaine forme d'allégeance envers Rome. Et on le retrouve beaucoup dans les textes des conquêtes arabo-musulmanes. Donc, dans tous les cas, il n'y a jamais eu une tentative d'indépendance au nom d'une identité qui serait commune, qui aurait été défendue par cette reine ou par Koseila. Ça n'a jamais existé. Et pourtant, c'est un mythe qui tend à être utilisé aujourd'hui et qui, encore une fois, ne tient pas lorsqu'on rentre dans les profondeurs de l'histoire. Absolument, absolument. Comme beaucoup d'autres aspects de cette histoire-là. Mais comme vous voyez, en fait, c'est vraiment le marketing. C'est juste des mots qui vont être des mots-clés. Kaina, Koseila, peu importe les détails, en fait. L'essentiel, c'est juste de frapper l'inconscient collectif avec, voilà, comme des phrases, des formules, des phrases qu'on attribue à Ibn Khaldoun, qui sont les siennes d'ailleurs, mais que l'on sortira de leur contexte, des mots, etc. Parce en fait, c'est l'histoire slogan. C'est vrai, véritablement faire l'histoire slogan. Ce n'est pas faire de l'histoire avec une approche pédagogique, avec des sources crédibles, etc. C'est juste des petites formules qui vont être facilement assimilables et qui passeront en particulier par rapport à la nouvelle génération, qui est la génération Instagram, TikTok, etc., et qui n'a véritablement pas l'intérêt d'approfondir, c'est triste à dire, mais qui aime qu'on lui prémâche un peu ses connaissances avec cette espèce de formule toute faite et rapide. Tout à fait. Alors, est-ce qu'au final, vous êtes, à titre personnel, pour le retour d'une politique panarabiste? Est-ce que c'est ça un peu la finalité de votre ouvrage, ou non, vous pensez que le panarabisme a échoué et qu'il faut reconsidérer les choses? Alors, ça dépend de comment on définit le panarabisme, en fait. Le panarabisme, et je le dis d'ailleurs dans le livre, je trouve qu'il y a un rejet de l'arabité qui n'est pas seulement propre aux berbéristes. J'explique qu'il y a un rejet par rapport à certaines défaillances dans le monde arabe qui ont impacté notre inconscient collectif, notamment, par exemple, les défaites face à Israël. Et donc, par rapport à cela, on a commencé à s'éloigner de ce qui se dit être l'arabité ou, en termes politiques, le panarabisme. Mais alors, ça dépend comment vous voyez l'arabité ou l'appartenance à cet espace civilisationnel arabe. Si vous le voyez justement comme étant un espace civilisationnel, nous sommes dans une phase un peu négative, mais il y a
mais il y a moyen de reprendre, de retravailler vers une solidarité, de renouer avec ce qui nous unit. Donc voilà, si en revanche on délimite le panarabisme par rapport à certaines politiques qui ont été adoptées, qui ont complètement échoué, alors bien évidemment, les gens vont le rejeter. Mais j'imagine, pour moi, le panarabisme, dans son sens le plus global, c'est cette unité entre tous les pays arabes, unis, euh, plutôt, qui forment une union par rapport à toutes ces choses-là qui sont communes à nos pays. Et d'ailleurs, beaucoup, c'est bien que vous me posez la question parce que beaucoup me font la remarque, avant de faire la critique du berbérisme, il fallait faire une critique du panarabisme. Alors, d'une part, les critiques du panarabisme, on en a vu des milliers. Depuis l'émergence de la presse indépendante algérienne, pas une chronique, pas un quotidien, pas un hebdomadaire n'a pas fait de critique du panarabisme. Donc, je n'ai pas à rajouter de l'eau à ce moulin-là. Mais je tiens à quand même dire que le panarabisme, quelles que soient ses défaillances, a visé à unir les pays du monde arabe pour faire front commun à l'origine contre les puissances impérialistes. Le berbérisme, en revanche, vise à nous fragmenter peu à peu, jusqu'à ce que l'on soit des petits. On se projette plus en tant que nation, on se projette en tant que tribu, semi-tribu, etc. Et là, c'est véritablement un frein à tout progrès. Parce que si vous regardez l'histoire, je vais prendre un exemple comme ça, les croisades, on a réussi, les chrétiens, les francs à l'origine, les croisés, ont réussi à combattre les musulmans parce que les musulmans étaient fragmentés. Et ensuite, les musulmans ont pris le dessus parce qu'ils se sont unis et que les chrétiens étaient fragmentés. C'est comme ça qu'on a pu reprendre la Palestine. Donc, se diviser, se fragmenter, c'est s'affaiblir. Et s'unir et faire un front commun, c'est se renforcer. Et donc, si on voit l'arabité dans sa globalité, de créer une famille unie où on peut travailler ensemble, ça, ce n'est pas un projet que je rejetterai, absolument pas. Et même pour appuyer vos propos, l'émir Abdelkader lui-même le dit dans ses écrits que s'il a perdu cette lutte contre l'invasion française, ça n'est uniquement que par le fait de la division qui existait Absolument. Dans le pays. Et on a pu chasser la France parce qu'à un moment donné, à une période assez brève finalement, on a pu complètement s'unir. La réussite de la guerre d'Algérie, c'est ce 1er novembre où partout ça a éclaté, à chaque région du pays, sans distinction. Ça a été une réussite formidable et ça prouve, pour reprendre le cliché, l'union fait la force. Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est ça ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le moteur, la clé qui peut formaliser la nation algérienne pour les années à venir, c'est ce qui s'est passé dans les années 60, donc c'est ce front commun au nom de la liberté, au nom de la justice, au nom de toutes au nom de l'arabité aussi, au nom de l'islam. Est-ce que c'est pas ce tout qui a formalisé justement cette nation qui pourtant avait tout pour se diviser, mais qui a réussi à s'unir pour faire un front commun? Est-ce que c'est ça qu'il faut cultiver pour les années à venir au sein de la nation algérienne, selon vous? C'est tout à fait cela, et c'est pour ça que le berbérisme est arrivé tellement rapidement après l'indépendance, parce que la France n'a pas digéré l'indépendance de l'Algérie et elle voulait nous voir échouer pour plusieurs raisons, mais notamment pour pouvoir se dire, vous voyez, ces pays-là ne peuvent pas se gouverner, donc ils ont besoin de nous, et ils ont continué à mettre sans cesse des bâtons dans les roues. Vous savez, quand De Gaulle a dit on verra l'Algérie dans 30 ans, ce n'était pas une phrase en l'air, c'était qu'il avait mis en place un système qui allait faire que l'Algérie allait 30 ans jour pour jour sombrer dans le chaos. Et c'est ce qui s'est produit, puisque ça a été le début de la décennie noire, 30 ans après l'indépendance. Donc, on a eu à faire face à différents éléments pour semer la division, et le berbérisme, incontestablement, est une phase, est un aspect de cette politique-là. Ouais. Et que diriez-vous à quelqu'un qui vous dirait je trouve vos propos complotistes, les Français n'ont pas un impact aussi important sur l'Algérie Je vais vous dire, je répondrai tout simplement. Est-ce que si le FLNC Corse et si M. Colonna vivait en Algérie, recevait des soutiens des médias algériens, pouvait organiser des conférences et des manifestations où il ramassait des fonds pour l'indépendance de la Corse, appelait de l'Algérie à la création de milices corses qui allaient combattre le colonialisme français, est-ce que les Français ne trouveraient pas qu'il y avait une hostilité évidente de la part des autorités algériennes? Je pense que la réponse est oui. Alors, il n'y a pas de complotisme, c'est à fait.
C'est des faits, effectivement. Et là, j'ai pris l'exemple le plus probant, mais les exemples, ils sont très, très nombreux, qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus subtils, mais qui sont omniprésents dans le discours français. Notamment, je dirais juste peut-être pour finir d'ailleurs, mon premier souvenir de cette kabylophilie française malsaine, c'était, on a eu la parabole très tard dans ma famille, et c'était la première fois où j'entendais, à chaque fois qu'on présentait, on présentait dans les télévisions françaises, dans les chaînes françaises, on présentait un chanteur algérien, algérien. Alors Cheb Khaled était algérien, mais Idir était un chanteur kabyle. Cheb Mami était un chanteur algérien, mais Mhenni, Ferhat Mhenni est un chanteur, on le présentait comme étant un chanteur kabyle. Précisément, je fais une petite précision, il a une fois corrigé le présentateur qui a fait son disant il était algérien. Il faut être honnête et reconnaître qu'il a fait cette précision-là. Mais c'est pour dire que cette distinction, elle remonte à très loin. Et c'est la première fois, c'est un de mes premiers souvenirs où je me dis, mais tiens, on fait une distinction claire entre kabyle et algérien. Or, moi, j'ai grandi dans une Algérie où la Kabylie était une région. On allait faire des pique-niques, je me souviens, Yakoran, c'était une très jolie région d'Algérie. C'était comme aller à Biskra, on allait, c'est une merveilleuse région, etc. Donc, c'était tout simplement une partie de l'Algérie sans plus. Et tout d'un coup, on crée cette distinction dans le discours français. Donc, ça remonte à très loin. Et voilà, je pense que ça conforte un peu mes propos. Tout à fait. En tout cas, Hafsa Karam Mustafa, je vous remercie. C'était un très très bel entretien. Vous avez été très explicite sur l'ensemble de mes questions. Moi, je remontre le livre en question, donc le Berbère de Sion. J'incite à tous ceux qui nous voient de lire cet ouvrage qui est très détaillé, qui est très concis. Les chapitres sont plus ou moins rapides car vous traitez les choses par thématique. Vous tentez aussi d'avoir une certaine forme de chronologie. Donc, on part de la source, de l'alimentation de cette idéologie jusqu'à nos jours. Et vous apportez même une conclusion donc personnelle. Et sur la fin, moi j'aimerais bien vous demander une chose, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire donc à ceux qui vous ont lu ou à ceux qui ne vous ont pas encore lu, en tout cas à ceux qui nous ont écoutés. Est-ce que vous avez un mot à dire pour les Algériens, pour les Maghrébins en règle générale, pour les années à venir, pour voilà, vis-à-vis de cette idéologie? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Si vous avez des interrogations par rapport à moi ou par rapport à mon projet, je vous invite à lire le livre parce que, s'il vous plaît, ne le commentez pas ou ne le critiquez pas ou ne l'applaudissez pas d'ailleurs même sans l'avoir lu parce qu'il faudrait d'abord le lire pour pouvoir le juger. Mais d'un point de vue, mais au sens général du terme, j'aurais voulu tout simplement que ce livre soit le début d'une conversation qu'on n'a pas pu avoir, dont on a été privés, nous autres Algériens. On nous a ramenés, on nous a imposé des thèses, etc. Nous n'avons pas eu ni d'approche pédagogique, ni d'explication, ni même pu participer, ni même donner notre avis. Et donc, j'espère que par le biais de ce modeste ouvrage, j'ai permis l'ouverture d'une conversation sur ce sujet. Et voilà ce que je souhaiterais qu'il se passe. Eh bien, merci beaucoup, cher Hafsa Karam Mustafa. Encore merci pour avoir écrit ce livre. Merci pour prendre la peine d'échanger avec moi et avec d'autres personnes pour traiter de ce que vous avez écrit. On a besoin justement de réouvrir le débat. On a besoin de gens comme vous qui osent, parce qu'il faut l'oser pour traiter de ce sujet en ce moment, parce que c'est un sujet très épineux. Vous avez subi beaucoup d'attaques, je tiens à le dire. Beaucoup de propos racistes aussi envers vous. Absolument, oui. Voilà, donc franchement, bon courage, vous avez notre soutien. On sera là pour. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal. Et je souhaite dire également à la jeunesse algérienne qu'elle doit se ressaisir sur ces questions, que ce n'est pas des sujets anodins, car si vous ne traitez pas de ça, d'autres gens le feront à votre place, et que l'histoire s'écrit par son peuple. Et nous vivons à l'instant présent, nos enfants hériteront de ce que nous allons leur transmettre. Et donc, il convient de leur transmettre quelque chose de cohérent et de bâtir, encore une fois, cette jeune nation qui est encore jeune, mais qui a encore beaucoup de choses à faire et à prouver. Merci. Merci beaucoup. C'était un très grand plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau, pourquoi pas, que ce soit sur ce livre ou d'autres livres. Je ne sais pas si vous avez des projets de livres pour la suite. On l'espère en tout cas. Inch'Allah. Absolument, Inch'Allah. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Famanillah.